êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler du jeu de société Ténor. On parlera également de l'exigibilité des loyers commerciaux pendant la crise sanitaire. Et enfin, on parlera des clés du droit des logiciels, ouvrage de Bernard Lamont. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Tatiana Vassine, avocate et directrice de collection chez Henry B Éditions, pour parler du jeu Ténor, qui sera le meilleur avocat. Tatiana, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, ce jeu nous a beaucoup plu à la rédaction parce que moi, en tant qu'animateur de l'émission Ténor du droit, évidemment, on a vu un petit clin d'œil à ce jeu de société. Alors, qu'est-ce que Ténor ? Alors Ténor, c'est un jeu de société qui est un jeu assez inédit, un jeu en droit. Donc on n'a pas l'habitude de voir ce type de produit en matière juridique. C'est un jeu qui vise à démocratiser le droit, à le montrer sous sa forme ludique, sous sa forme aussi un petit peu décalée, tout en gardant à l'esprit le fait que le plus de personnes possible puissent y jouer. Parce que ça, c'est un élément important à avoir à l'esprit et c'est ce qui a conduit toute la mécanique du jeu, toute la réflexion autour du jeu. C'est que le droit n'est pas réservé aux juristes. Alors bien sûr, en tant que juriste, on s'amuse parfois avec le droit, pas toujours, c'est vrai. Parfois, le droit nous rend la vie dure, mais on peut aussi s'amuser avec le droit. Et le droit n'est pas donc réservé à cette population. Tout le monde peut apprécier le droit, et c'est le défi que nous nous sommes posés dans la création, c'est de se dire, nous voulons un jeu auquel tout le monde puisse jouer, que tout le monde puisse partager, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer en famille, avec des amis, et le fait d'être juriste ne sera pas un prérequis pour pouvoir vous amuser sur ce type de plateforme. Donc c'est un jeu qui se veut accessible. L'ambition, c'est de vulgariser le droit un peu ? Oui, vulgariser, démocratiser, mais toujours avec un aspect ludique. C'est vrai qu'on travaille beaucoup ça au sein de la maison d'édition, notamment dans la collection Le Meilleur du Droit. L'idée, c'est d'avoir un contenu qui soit sérieux, mais de montrer aussi le droit sous des facettes un peu plus insolites, un peu plus curieuses, un peu plus amusantes que ce à quoi on a l'habitude. Et ce projet est formidable parce que il réussit à allier le droit dans sa forme la plus noble avec ce caractère ludique. Et si vous voulez, on pourra regarder quelques éléments, quelques cartes, et ce sera la meilleure démonstration que je pourrais faire pour ce jeu. Alors justement, comment se déroule une partie ? Alors, très simplement. Vous voyez, il y a une petite boîte ici que je peux montrer à la caméra, que vous ouvrez, et vous avez des règles, donc très simples. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit facile à prendre en main. Et dans la boîte de jeu, vous avez donc différents types de cartes. Vous avez un petit dé triangulaire qui rappellera la pyramide de Kelsen aux juristes, et des cartes. Alors les premières cartes, ce sont les cartes avatars. Donc, très simplement, si je vous laisse en tirer une, on va choisir votre avatar. Allez-y. Vous êtes l'éternel célibataire. Et voilà. Donc, vous avez votre avatar qui... alors, les avatars, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que ça va plaire à ma femme. Je vous laisserai en discuter avec elle paisiblement. Mais ce sont des cartes qui visent à reprendre les stéréotypes, donc nous replonger aussi dans l'université quand nous étions étudiants. Donc, on est tous au même niveau, juriste, pas juriste, on tire un avatar. Moi, vous voyez, j'ai le beau parleur que je peux montrer à la caméra. Donc, en fonction des avatars, vous allez avoir des avantages ou des inconvénients. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir un gameplay qui sera assez élaboré et qui sera, je dirais, capital au niveau de la partie. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a cet avatar ? Alors, je vais vous laisser le faire. Vous avez un petit dé. Vous pouvez lancer le dé. Très bien. Carte numéro 2. Donc, la carte numéro 2, c'est une carte mise en demeure. Donc, vous allez me mettre en demeure. Je vous en prie, je ne regarde pas. Désignez un joueur et demandez-lui d'expliquer en quoi consiste le délit de filouterie. Alors, qu'est-ce que le délit de filouterie ? Alors, effectivement, je connais les réponses. Alors, je ne vais pas vouloir spoiler les spectateurs, mais vous voyez, c'est une mécanique de jeu qui est très dynamique. Vous avez des numéros de cartes. Donc là, on a pris une carte mise en demeure. Vous mettez en demeure un joueur. Vous avez des cartes bouillon de culture. Si j'en tire une, c'est le numéro 1. Si j'en tire une au hasard, par exemple, le 23 avril 1794, une famille de Béthune a été condamnée à la guillotine car, petit a, elle refusait de chanter la Marseillaise, petit b, le perroquet criait « Vive le roi », petit c, elle organisait de fausses collectes de fonds pour soutenir la Révolution, petit d, on l'a confondue avec la famille royale. Donc il faut trouver la bonne réponse.
Pareil, je ne spoilerai pas la réponse. Si vous voulez avoir la réponse, venez sur les réseaux sociaux Henrik B Édition. Mais vous voyez, ce sont des petites cartes. Il y a une autre catégorie de cartes qui s'appelle effets de manche. Donc les effets de manche, si j'en tire une, le but des effets de manche, ce sont des petits défis d'éloquence. Par exemple, Claude François était-il un mec branché ? Et vous allez devoir répondre à cette question par oui ou par non. Vous choisissez votre camp et vous avez un délai d'1 minute pour parvenir à élaborer vos 3 arguments. Si vous y arrivez, vous remportez le point. Si vous n'y arrivez pas, c'est perdu. Et dernière catégorie de cartes, ce sont les cartes mystères. Les cartes mystères, quelles sont-elles ? Ce sont des cartes qui sont soit des bonus, soit des malus. Là, par exemple, j'ai tiré une carte préjudice. Alors, on se remet sur les bancs de la fac, on se remémore les bons moments. Là, malheureusement, ça n'en est pas un. Préjudice, votre ordinateur vient de rendre l'âme en emportant avec lui le mémoire sur lequel vous travaillez depuis 6 mois. À 2 doigts du harakiri, vous perdez un point. Cette carte est sans effet sur le touriste, donc c'est un autre avatar, qui ne savait même pas qu'il fallait rendre un mémoire. Voilà, et une carte, si j'en tire une autre, hop, force majeure, vous venez de piocher la carte Simone Veil, inspirée par cette grande dame, vous marquez un point. Et donc, le but, avec ces différentes catégories de cartes, c'est de réussir à cumuler un quota de 5 points. Une fois que vous avez 5 points, vous avez gagné la partie et vous pouvez rejouer, refaire une autre partie. Ce qui est intéressant, c'est un jeu qui peut se dérouler donc en individuel, mais vous avez aussi la capacité de faire des équipes. Donc là, si on voulait faire une équipe, par exemple, le meilleur du droit contre les décideurs TV, on pourrait très bien organiser une partie et voir qui serait le gagnant. Mais écoutez, on va relever le défi, on fera ça prochainement. En tout cas, on voit beaucoup de références à la profession d'avocat, les effets de manche, avec des figures aussi comme Simone Veil. Nous, on est ravis, on va prochainement y jouer. Et merci d'avoir présenté en exclusivité donc, le jeu Ténor. Où peut-on se le procurer ? Alors, on peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez également vous le procurer sur le site de la maison d'édition. Je tiens aussi à faire un petit clin d'œil aux auteurs qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, malheureusement. Peut-être pour une prochaine fois, à Pierre Benazek, qui est aussi avocat et actuellement juriste, et à Valentin Picmal, qui a designé l'intégralité du jeu. Donc, c'est un illustrateur professionnel qui a fait un travail qui est remarquable également. Donc, vous verrez, les cartes sont très bien écrites, c'est très ludique, et vous n'avez plus qu'à franchir le pas d'une librairie pour vous le procurer. Merci Tatiana. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler de l'exigibilité des loyers commerciaux pendant la crise sanitaire avec mon invité Frédéric Coppinger, associé chez Coblence. Frédéric, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors, est-ce que les locataires peuvent échapper au paiement des loyers pendant la période de fermeture administrative des commerces ? Alors, c'est une excellente question. Pourquoi ? Parce qu'elle nous occupe, elle nous a occupés et elle nous occupe encore. Contrairement à d'autres matières de l'immobilier, malheureusement, la nature des baux commerciaux ou les baux commerciaux n'ont pas encore été, traités ou correctement traités, notamment par le juge et, on va dire, la justice plus généralement, sur le sujet, effectivement, des baux commerciaux. Alors, on l'a vu, pour ceux en tout cas qui suivent l'actualité des baux commerciaux, on attendait tous une décision de la Cour de cassation sur le sujet. Malheureusement, celle-ci ne sera pas rendue puisque les parties ont transigé avant que cette décision ne soit rendue. J'ai cru comprendre que la Cour de cassation avait rédigé sa décision, donc malheureusement personne ne la connaîtra, ou en tout cas je n'en ai pas eu connaissance. Donc on est dans l'attente de cette décision, mais quelle est la position de la jurisprudence Alors la jurisprudence est très incertaine. La difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets que l'on peut invoquer pour éventuellement demander ou en tout cas prétendre à la suspension ou à l'annulation des loyers. Mais la réalité, c'est que la jurisprudence ne s'est toujours pas prononcée. Donc vous avez à la fois en référé et à la fois en fond des décisions qui sont soit favorables aux preneurs, soit favorables aux bailleurs. Tant d'ailleurs préciser qu'en matière de référé, le juge des référés, le juge de l'évidence, a plutôt, botté en touche et a évité de trancher le sujet, alors qu'au fond, forcé de prendre une décision, il a été un peu plus indécis et donc parfois dans le sens du bailleur et parfois dans le sens du preneur. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière, donc justement dans l'attente de cette décision de la Cour de cassation ? Qu'est-ce que vous recommandez ?
Alors, peut-être une petite précision, c'est que dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, c'est que pour l'instant, elle n'est plus saisie, puisque les parties se sont accordées, et donc le juge n'a pas eu à trancher. À ma connaissance, la juridiction suprême n'est toujours pas saisie ou n'est plus saisie de ce sujet. Donc, oui, dans l'attente, mais dans combien de temps, je ne sais pas. Alors, quelles sont les bonnes pratiques ? C'est une excellente question. Il serait bien prétentieux de ma part de dire quelles seraient-elles. La réalité, c'est que moi, j'interviens, ou le cabinet intervient plus généralement pour la partie plutôt preneur. Donc, j'ai une vision peut-être un peu déformée du sujet, mais il y a une maxime qui dit il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. La réalité, c'est qu'en fait, il faut discuter avec le bailleur, main dans la main avec le preneur, et de trouver un accord sur une annulation, un aménagement du règlement. Je pense, de mon point de vue, que ça passe quand même par un abandon, puisque la période a été extrêmement difficile pour les locataires commerciaux. Elle va l'être encore, puisqu'on voit que l'actualité, malheureusement, se tape à notre porte à nouveau. Voilà, donc les bonnes pratiques, c'est, je pense, des discussions avec le bailleur. On va conclure là-dessus. Merci Frédéric d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler de l'ouvrage Les clés du droit des logiciels avec son auteur Bernard Lamont, avocat, fondateur du cabinet Nouveau Monde Avocat. Bernard Lamont, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi un ouvrage sur le droit des logiciels ? Alors il en existe beaucoup qui sont de deux catégories. On a des ouvrages très académiques, donc qui font le bonheur des spécialistes, et puis on a des ouvrages aussi très militants, parce que c'est un domaine où on a des tenants, notamment du logiciel libre, qui écrivent des ouvrages extrêmement intéressants, mais il faut le reconnaître, quand on a besoin de sortir un contrat, de négocier un contrat, ou de comprendre comment un logiciel est créé, développé, à qui il appartient, il n'existe pas d'ouvrage très opérationnel, pratico-pratique, avec des réponses concrètes. Et donc, il y a un an de cela, je me suis mis à l'écriture. Évidemment, comme tout le monde, j'espérais le sortir en 2 mois. Ça a mis 11 mois. Mais voilà, l'idée, c'est de fournir un outil pratique, opérationnel et concret pour les juristes, d'un côté, donc ceux qui n'en font pas très régulièrement, qui ont déjà peut-être des bases ou pas, et même ceux qui en font régulièrement et retrouveront peut-être des idées intéressantes, et puis aussi tous les prestataires informatiques et tous les clients de l'informatique, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans des services informatiques de société et qui ont besoin de peut-être mieux comprendre comment ça fonctionne, avec une idée fondamentale qui est de démystifier, alors pour les juristes, le logiciel, qui est quand même quelque chose d'assez mystérieux, le code source, et pour les non-juristes, le droit, qui est aussi quelque chose de très mystérieux. Donc l'idée, c'est un peu le Harry Potter qui permet de faire discuter des gens qui ne sont pas de la même spécialité. Alors, vous avez dit un ouvrage pratique. Quel est son contenu ? 2 grandes parties. La première partie, c'est tout ce qui a trait à la protection par le droit du logiciel, la protection par le droit d'auteur, qui est propriétaire, à quelles conditions cet objet technique est protégé, à qui il appartient. C'est une question qui est très, très souvent négligée et qui n'est pas simple. Donc je donne des pistes d'interprétation des textes, de la jurisprudence qui n'est pas très très nombreuse. Et puis ensuite, on a une deuxième grande partie qui est tout ce qui est contrat autour du logiciel, les contrats par lesquels une entreprise ou d'autres organisations commandent un logiciel spécifique, comment un éditeur de logiciel met à disposition d'une organisation un logiciel, la fameuse licence, et puis les contrats aussi d'installation de logiciels, on appelle ça les contrats d'intégration, qui sont des contrats hyper intéressants pour les entreprises quand ça marche, et risqués quand ça échoue. Et puis la dernière chose, c'est pour embrasser tout ce qui est cloud, SaaS, Software as a Service, tous les contrats liés à l'hébergement, donc ce qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones mobiles et beaucoup sur nos ordinateurs, et qu'on ignore, mais aussi dans nos voitures et dans plein d'applications tout autour de nous. Quelles sont les tendances que vous observez en matière de droit des logiciels ? Alors d'abord, c'est un domaine qui est parti de zéro en droit. Mes cheveux blancs le démontrent, j'ai un peu d'expérience en la matière. Le temps n'est pas si lointain où vraiment tout se faisait sur un coin de table à coup de bons de commande avec des CGV mal traduites de l'anglais.
Ça s'est beaucoup amélioré, notamment sous l'influence du RGPD, qui là a eu une influence vertueuse, c'est-à-dire que quand on impose dans un texte sévèrement sanctionné qu'il existe un contrat, eh ben, tout le monde s'y met. Alors tout le monde s'y met. Souvent, par une forme de ruissellement, pour reprendre l'expression célèbre, c'est le grand acteur qui impose à l'acteur moyen, qui va imposer au petit acteur des contrats d'adhésion, ce qu'on appelle les DPA, les Data Protection Agreement, donc des contrats d'adhésion. Il y a encore beaucoup de contrats d'adhésion, c'est-à-dire des contrats où vous avez le choix de dire oui ou de dire non, mais si vous voulez utiliser l'outil, c'est comme ça qu'il faut signer le contrat. Donc on a vraiment la tendance où le contrat commence à prendre un intérêt, une importance, notamment pour structurer les grands projets, parce que la caractéristique de l'informatique, c'est un peu comme la navigation de plaisance. Le bateau à voile, ça peut être un énorme trou dans lequel on jette des billets, quoi. Mais ça structure, le contrat permet de structurer des projets, de maximiser la réussite du projet, et puis aussi de sécuriser, et l'entreprise qui a beaucoup investi en R&D pour développer un soft, un logiciel intéressant, et aussi l'entreprise utilisatrice, notamment sur les aspects budgétaires. Merci Bernard Lamont pour cet éclairage. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.